Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une ce samedi. Le Maroc condamne les propos du chef de la diplomatie algérienne au sujet de la politique africaine du royaume. Rabat convoque le chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie et rappelle son ambassadeur à Alger. 6 morts et 13 blessés graves dans un accident survenu ce matin sur la route nationale Tanger-Assela suite à une collision entre une remorque et un véhicule de transport de personnes. Mère et fils, un face-à-face artistique entre Rahma Laroussi et son fils Abdel Karmadi, unis par la filiation et l'art dans une exposition généreuse et saisissante au travers de laquelle chacun de ces deux artistes existe en tant qu'entité à part entière. À la une donc ce samedi, le Maroc convoque le chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie à Rabat et rappelle son ambassadeur à Alger en cause des déclarations du ministre des Affaires étrangères algérien au sujet de la politique africaine du royaume. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, il a été signifié aux diplomates algériens le caractère irresponsable, voire enfantin de ces déclarations. Selon cette même source, ces déclarations ne sauraient porter atteinte à la crédibilité ni au succès de la coopération du royaume avec les pays africains frères. Mohamed Lishkar. Les déclarations sans fondement du chef de la diplomatie algérienne ne sauraient porter atteinte à la crédibilité ni au succès de la coopération du Royaume du Maroc avec les pays frères africains et qui est largement saluée par les chefs d'État africains et appréciée par les populations et les forces vives du continent. Les allégations mensongères du chef de la diplomatie algérienne ne peuvent justifier les échecs ou cacher les véritables problèmes économiques, politiques et sociaux de ce pays et qui touchent de larges franges de la population algérienne, notamment la jeunesse. L'engagement pour l'Afrique ne peut être réduit à une question de ressources financières, sinon l'Algérie avec ses pétrodollars aurait pu réussir. Il s'agit plutôt d'une vision claire, volontariste et agissante, ayant foi dans les pays et peuples frères de l'Afrique, et investissant en un avenir commun à leur côté. À l'ère où les institutions autant que les populations ont un accès libre à l'information, nul ne peut bercer indéfiniment de mensonges l'opinion publique ou les opérateurs économiques, ni insulter leur intelligence sur la durée. Les propos tenus par le ministre algérien sur des institutions bancaires et la compagnie aérienne nationale témoignent d'une ignorance aussi profonde qu'inexcusable des normes élémentaires du fonctionnement du système bancaire et de l'aviation civile, tant à l'échelon national qu'international. Du reste, l'action efficace et les efforts considérables du Royaume du Maroc, notamment en matière de lutte contre les trafics de drogue, y compris en particulier les substances psychotropes en provenance de l'Algérie, sont largement connues au niveau international et reconnues par les institutions internationales spécialisées. Le Royaume du Maroc, en condamnant ces propos affabulatoires d'un niveau d'irresponsabilité sans précédent dans l'histoire des relations bilatérales, relève qu'il coïncide avec la tournée régionale de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, ainsi qu'avec les préparatifs du sommet Union européenne-Afrique, prévu fin novembre 2017 à Abidjan. Développement inacceptable. Le Royaume du Maroc a décidé le rappel en consultation de l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Algérie, sans préjudice des actions que les institutions économiques nationales diffamées par le ministre algérien pourraient prendre. Les propos diffamatoires du chef de la diplomatie algérienne ont été condamnés par le groupement professionnel des banques du Maroc. Dans un communiqué, le groupement s'insurge vigoureusement contre ces allégations graves et mensongères qui témoignent de l'ignorance totale et flagrante des règles de gouvernance et d'éthique qui régissent les activités des banques marocaines avec le reste du monde, et bien entendu sur le continent africain, souligne la même source, ajoutant que ces mêmes déclarations s'inscrivent totalement à
contre-courant de l'évolution institutionnelle et économique qu'ont connue nos frères africains dans tous les domaines. Le communiqué souligne tout aussi que les banques marocaines appliquent cette même rigueur de conformité dans leur développement international, y compris en Afrique, de la reconnaissance des instances internationales, notamment la Banque mondiale, le FMI et le groupe intergouvernemental de référence mondiale, des agences de notation et des observateurs de la finance dans le monde. Le secteur bancaire marocain est cité comme référence dans la région MENA et en Afrique par sa solidité, ses performances et son respect des règles prudentielles les plus avancées, poursuit la même source. Il est également reconnu pour sa bonne gouvernance, sa transparence et son action de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément aux normes du GAFI dont le Maroc est membre fondateur, et ce en plus des différentes obligations internationales de conformité et d'échange de renseignements financiers auxquels le Maroc adhère. Le communiqué précise que les établissements bancaires marocains associés à des banques internationales de renom sont encadrés par une législation bancaire des plus modernes, avec des normes avancées de lutte contre le blanchiment de capitaux et sont soumis à une supervision bancaire rigoureuse et en continu par la Banque centrale du Maroc. Le groupement professionnel des banques du Maroc se réserve tous les droits de recours contre les graves déclarations du ministre des Affaires étrangères d'Algérie, conclut le communiqué. Autre condamnation, celle de la Royal Air Maroc. Dans un communiqué, l'ARAM précise que le chef de la diplomatie algérienne a cru pouvoir gravement diffamer la compagnie Royal Air Maroc en tenant des propos dénués de tout fondement. Ces déclarations ont été tenues incontestablement dans l'intention de nuire au rayonnement du Maroc à travers sa compagnie aérienne nationale, ce qui dénote d'un manque de professionnalisme flagrant et d'une méconnaissance totale de la diplomatie. Royal Air Maroc s'indigne de ces propos calomnieux exprimés à l'égard d'une compagnie aérienne qui œuvre depuis plusieurs décennies pour le renforcement des liens sociaux et économiques en Afrique, ajoute le communiqué, soulignant que Royal Air Maroc est une compagnie internationalement reconnue, opérant selon les meilleurs standards de la réglementation du transport aérien mondial. Réputée pour ses normes draconiennes en matière de sécurité, elle est la deuxième compagnie en Afrique classée parmi les grandes compagnies aériennes de classe mondiale. L'ARAM bénéficie en effet du label 4 étoiles Skytrax, décerné par cet organisme réputé à l'échelle mondiale pour ses audits et évaluations du niveau des services dans les métiers de l'aviation. La Royal Air Maroc a été enfin désignée par Skytrax et durant 3 années consécutives, meilleure compagnie régionale en Afrique, en reconnaissance du rôle de transporteur de premier plan qu'elle joue à l'échelle du continent. La Royal Air Maroc entend faire respecter son honneur, celui de ses 4000 collaborateurs et de ses 7 millions de passagers, dont 2 millions de passagers africains, en usant de toutes les voies de droit qui lui sont offertes, conclut le communiqué de la Royal Air Maroc. Autre fait marquant de l'actualité nationale, la neutralisation d'une bande criminelle dangereuse spécialisée dans les opérations d'enlèvement, de séquestration et de demande de rançon à Casablanca, Fès et Agadir. Et c'est le BCJ qui est parvenu hier à mettre un terme aux activités de cette bande dont les membres ciblaient les personnes fortunées en leur détournant avant de les soumettre à la séquestration, au chantage et à la violence en vue de leur extorquer des rançons en contrepartie de leur libération. Un communiqué du ministère de l'Intérieur précise que d'importantes sommes d'argent et des moyens logistiques ont été saisis. Les investigations sont en cours pour mettre la main sur les autres individus ayant participé ou contribué à ces crimes. Nos routes toujours aussi dangereuses. 6 personnes ont trouvé la mort et 13 autres blessés dans un accident survenu ce matin sur la route nationale Tanger à Sela. L'accident s'est produit suite à une collision entre une remorque et un véhicule de transport de personnes qui se dirigeait vers l'Arrache en provenance de Tanger. Le point de la situation dans ce reportage de Sihan Bourlifi et Saïd Najih, commenté par Nisri El Hamdawi. Il était 4 heures du matin lorsque le centre hospitalier régional Mohamed V à Tanger a commencé à recevoir les premières victimes de l'accident qui a eu lieu sur la route nationale reliant Tanger à Asséla. Une remorque est entrée en collision avec un véhicule de transport. Cet homme fait partie des passagers qui ont survécu au drame. Ici, il reçoit les premiers soins d'urgence. Encore sous le choc, il se souvient des circonstances de l'accident.
Le véhicule de transport a été percuté par l'arrière par une remorque. J'ai eu le réflexe de m'éjecter du véhicule et je ne sais pas ce qu'il est advenu des autres passagers. 6 personnes ont trouvé la mort et 13 autres ont été blessées. Tout un staff a été mobilisé au niveau de ce centre hospitalier pour prodiguer les soins nécessaires aux victimes. Malheureusement, 5 personnes ont rendu leur dernier souffle sur le lieu du drame. Une autre est décédée à son arrivée ici au centre hospitalier. Côté blessés, nous en avons 4 qui souffrent de traumatisme crânien car ils ont reçu un violent choc. Ils ont été accueillis au niveau du centre des soins intensifs. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cet accident. Première escale de l'actualité internationale, Madrid suspend le gouvernement catalan. L'annonce est faite par le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy après la tenue ce matin d'un conseil des ministres exceptionnel. L'article 155 de la Constitution est donc déclenché. Madrid prend ainsi le contrôle de la gestion de la Catalogne. Les prérogatives de son Parlement seront dorénavant encadrées et les pouvoirs de l'administration catalane transférés au gouvernement central. Des élections anticipées devraient se tenir dans les 6 mois. En Allemagne, 4 blessés dans une attaque au couteau à Munich. La police allemande a déclaré que l'homme soupçonné d'avoir attaqué à coups de couteau des passants dans la matinée était a priori un déséquilibré mental. Trentenaire, le suspect est un toxicomane connu des services de police pour des vols. Aucune des victimes n'est en danger de mort. Pour l'heure, aucun élément n'indique que les agressions ont une motivation religieuse, politique ou terroriste. Le bilan de l'attentat perpétré dans une mosquée chiite à Kaboul en Afghanistan s'alourdit. Les victimes se chiffrent désormais à 56 morts et autant de blessés. L'attaque est revendiquée par l'organisation terroriste État islamique. Une autre attaque a visé hier une mosquée sunnite à Delaïna dans la province de Gore, au centre du pays. Celle-ci aurait fait au moins 33 morts. En période de froid, c'est le souci numéro 1 des habitants de la province d'Ifrane, le bois de chauffage qui coûte de plus en plus cher. Comptez entre 1000 et 1500 dirhams la tonne en fonction de la saison et de la demande. C'est toute une économie qui s'organise en effet autour de cette matière vitale pour les habitants de la région où les températures descendent en hiver sous la barre des moins 10 degrés. Ahmed El-Fadeli, Mounia Marouche. La ville d'Ifrane s'apprête à affronter les rigueurs de l'hiver. La forêt est en proie à une effervescence inhabituelle. Les abatteurs d'arbres tronçonnent, fendent et empilent le bois. Ces denrées précieuses étant recherchées par les habitants du Moyen Atlas qui souhaitent passer un hiver chaud. À partir du mois d'octobre, nous achetons du bois du feu entre 2 et 3 tonnes. Cette année, les prix sont convenables, 850 à 900 dirhams la tonne. Nous sommes venus de la ville d'El-Hajj pour acheter le bois de feu pour la saison hivernale. Il fait très froid. La somme d'argent qu'on prépare à l'achat du bois est plus importante que celle destinée à l'alimentation. La forêt constitue un potentiel important de production. La filière du bois s'avère une source de revenus et de subsistance pour les habitants de la région, avec une valeur de 18 millions de dirhams. L'abattage incontrôlé du cèdre entraîne une désertification, une menace pour l'équilibre écologique de l'ensemble de la région. Il y a ceux qui respectent les procédures juridiques en vigueur concernant l'abattage du bois et ceux qui s'y adonnent d'une manière illégale. Nous coordonnons avec les différents intervenants, les unités sur le terrain, la Sûreté nationale pour lutter contre ce fléau au niveau de la ville d'Azro et d'Ifrane. La région d'Ifrane constitue une aire géographique riche par sa biodiversité faunistique et floristique. La superficie globale de ces forêts est de 116 000 hectares.
C'est l'un des plus beaux parcs naturels du royaume, les jardins exotiques de Bouknedl, à mi-chemin entre Salé et Kénitra. L'endroit invite au voyage avec des plantes et des jardins évoquant la Chine, l'Asie méridionale, la savane ou encore la Polynésie. 4 hectares et demi de verdure où il fait bon flâner à longueur d'année. Nourdine Saber, Zakaria Moukim-Billah. À quelques encablures de Salé, une étendue de verdure et de végétation, dans un magnifique agencement. Des plantes, des arbres, des arbustes, venus des 4 coins du monde, offrent au regard un paysage féerique, une ode à la nature dans toute sa splendeur. C'est un beau jardin qui mérite d'être visité à plusieurs reprises. Je suis de Salé et j'en profite pour venir ici. C'est un endroit idéal pour sortir entre amis. Nous avons beaucoup apprécié le jardin et l'ambiance qu'il dégage. Ces jardins sont organisés en 3 zones: la nature, la culture et la didactique. Construits suivant une architecture élaborée, les jardins exotiques incluent des ponts, des allées et des étangs fleuris de nénuphars. Ici, des plantes originaires du Congo, du Brésil ou d'Asie, ainsi que plus de 80 espèces animales. Ces jardins ont été classés patrimoine national parce qu'ils contiennent des éléments importants en matière de biodiversité. Il y a près de 320 espèces de plantes importées de l'étranger, de pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Étalés sur 4 hectares et demi, les jardins exotiques sont l'œuvre de l'ingénieur horticole Marcel François. En 1951, ce dernier a entrepris de construire ces jardins, oasis de verdure et de fraîcheur. Restaurés en 2005, les jardins exotiques ne cessent depuis de fasciner les visiteurs. On repart maintenant pour un tour du côté du Salon du Cheval des Jadida. Cette fois-ci, zoom sur les stands de la Garde royale et la Sûreté nationale. Un espace riche en histoire et en patrimoine équestre autour de la plus noble conquête de l'homme. Un show d'une grande élégance, vous le verrez dans ce reportage de Qais Mohsin et Leila Asli avec un récit de Mounia Marouche. Les férus du cheval et d'équitation peuvent se réjouir. Le stand dévoile l'histoire et la richesse patrimoniale des arts équestres. Selles, accessoires et costumes ne tardent pas à émerveiller les visiteurs qui semblent très curieux de découvrir l'univers des cavaliers de la Garde royale. La Garde royale participe à la 10e édition du Salon du Cheval avec un stand intitulé La Garde royale, loyauté et fidélité au service du trône. Donc on a essayé un petit peu de présenter les axes qui ont suscité l'intérêt durant les 9 dernières éditions. On a commencé d'abord par l'aperçu historique sur la Garde royale, ensuite la cavalerie de la Garde royale, ses missions, ses attributs, son harnachement bien sûr, les métiers en rapport avec le cheval et on a mis le point sur le centre de reproduction et d'élevage de Zouada. Les arts équestres traditionnels s'invitent aussi au stand de la Sûreté nationale et met en lumière la mémoire historique de cette institution. Le cheval demeure la vedette la plus convoitée, notamment pour ces petits-enfants qui semblent suivre les explications avec beaucoup d'ébahissement. Une véritable immersion dans le monde du cheval. La Direction générale de la Sûreté nationale participe à cette édition par un stand qui comprend des affiches qui montrent l'activité de la police montée, aussi bien que de l'arnachement et de la tenue des cavaliers. À côté du stand, la Direction générale de la Sûreté nationale participe par un carrousel dans les éléments et cavalières. C'est pas une nouveauté, mais c'est une particularité de la DGSN. Il y a des filles qui participent au carrousel. Un véritable tableau artistique se dégage de cette chevauchée magnifique de cavaliers de la Direction générale de la Sûreté nationale. Le cheval est en parfaite harmonie avec son cavalier. Laisse paraître la qualité, le savoir-faire et la discipline de la police équestre. C'est un match très attendu, celui qui oppose dans moins d'une heure à 20h exactement le Wydad à l'USM d'Alger. Une rencontre comptant pour le retour des demi-finales de la Ligue des champions africaine au complexe Mohamed V de Casablanca. Les deux équipes vont s'affronter après le match aller qui s'était soldé par un nul à Alger le 29 septembre dernier.
Mère et fils, un face-à-face artistique qui en est à sa 3e édition à Rabat. Cette fois-ci, la mère, Rahma Al-Arossi, est autodidacte, une adepte de l'art brut. Son fils, Abdeslam Karmadi, est le produit d'une formation qu'il a suivie au Maroc puis en France. Détenant de par l'originalité de sa thématique, cette exposition invite à découvrir deux mondes à la fois si proches et si lointains, deux cheminements qui se complètent. Zakaria Mouqim Billah. Un face-à-face entre deux artistes, mais aussi entre les personnages d'étoiles de Abdeslam Karmadi et les spectateurs. Le peintre représente un sujet figé dans une posture, décliné dans plusieurs versions. Ses apparences charismatiques, costumes, cravates, contrastent avec l'ambiance anxiogène des œuvres. C'est une exposition, bien sûr, qui vient du fait que je voulais mettre en scène une confrontation entre la présence et l'absence, une présence muette et opaque qui manque de transparence face à un monde mouvant et éphémère. Les couleurs de tes fils offrent également l'occasion de contempler les tableaux de Rahma Al-Arossi. Artiste autodidacte, ses œuvres s'inscrivent dans une expression artistique spontanée et reflètent des paysages ou des tapisseries. Il nous a semblé intéressant de faire découvrir au public donc cet artiste, donc Rahma Al-Arossi, qui est d'un certain âge et qui a commencé donc très jeune avec une technique qu'elle a découverte, qu'elle a essayé de développer par elle-même. Et puis son fils, donc Monsieur Karmadi, qui lui a une technique un petit peu plus aboutie, qui a une thématique qui lui est propre. Une rencontre entre deux artistes et de styles différents où chacun dévoile son savoir-faire. Un face-à-face généreux et instructif. L'exposition se poursuit à Rabat jusqu'au 6 janvier. Plus qu'une semaine avant le passage à l'heure GMT au Maroc. Ça se fera dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre. Les aiguilles des réveils et montres seront ainsi rétrogradées d'1 heure à 3 heures du matin. Il sera donc 2 heures. Nous gagnerons bien 1 heure de sommeil cette nuit-là. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Demain à 19 h, c'est Boukr Mavrit que vous retrouvez. À bientôt.